Bonsoir à tous. Je laisse aux dernières personnes le temps de se mettre en place. Donc, dernière thématique, dernière séquence autour des technologies. Le titre de cette rencontre, démocratie, technologie et souveraineté. Comment concilier technologie et démocratie? Les technologies semblent ouvrir au plus grand nombre, intégrer le souci de démocratie participative, et pourtant elles se heurtent à beaucoup de difficultés, d'inquiétudes, de risques, comme ce qu'on appelle les oligopoles numériques. Elles font face aussi à ce qu'on appelle aussi la fracture numérique dans nos sociétés. Comment concilier technologie et souveraineté? On évoque bien sûr la responsabilité numérique, la régulation, mais on voit surtout les GAFA imposer leurs algorithmes, leur puissance, leur envie, leur tentation de rivaliser avec l'État. Comment conjuguer ces trois termes, démocratie, technologie et souveraineté, à l'heure surtout où la démocratie est de plus en plus contestée par des modèles autoritaires et à l'heure où la souveraineté voit son sens peut-être évoluer, comme en France, avec le concept de souveraineté européenne. Pour évoquer tous ces thèmes, trois intervenants autour de moi. À ma gauche, je vous présente Thibault Devancé, qui est le directeur des ressources humaines, le DRH du ministère des Armées depuis 2021. Il a, je puis dire, un double profil, à la fois très opérationnel, puisqu'on l'a vu démarrer au premier régiment d'infanterie de marine. Il a conduit des projets interministériels dans le domaine des exportations de matériel de guerre. Et puis il a un deuxième aspect de profil, d'itinéraire beaucoup plus politique, puisqu'il a été dans un cabinet ministériel auprès de Florence Parly, une ancienne ministre de la Défense, et qu'aujourd'hui, il est contrôleur général des armées, et donc DRH. Il fait partie de la haute des grands serviteurs de l'État au ministère des Armées. Notre deuxième intervenant à ma droite évolue plutôt dans le privé, a des entreprises comme clients. Il s'appelle Émilan d'Alincourt, il est associé du cabinet indépendant français Eurogroup Consulting et il est associé au sein de ce cabinet, il s'occupe du secteur aérospatial, défense et sécurité. Et à ma droite, et à sa droite de M. d'Alincourt, voici Laurent Cordonnier, qui est docteur en sciences sociales, sociologue. Il travaille sur les croyances, comme il les appelle, exotiques, radicales. Il travaille sur la radicalisation des esprits. Il se frotte beaucoup à tout ce qui est médias complotistes, ce qu'il appelle des idées folles, données souvent par des gens non fous. Il nous expliquera peut-être ce paradoxe. Il dirige la recherche à la Fondation Descartes. La Fondation Descartes, dont j'ai appris que Descartes est certes très ancien, mais la Fondation Descartes n'a que 5 ans d'existence et Descartes n'avait donné lieu à aucun nom, à part l'université, mais à aucun nom de think tank ou de fondation. Donc, et puis, il a aussi été un des membres de la Commission des Lumières, ce qui était la commission Bronner, qui avait été édictée, lancée par Emmanuel Macron, le président de la République, pour proposer des mesures pour justement répondre à toutes ces inquiétudes. Alors, je me tournerai d'abord vers Thibault Devancé pour lui poser, je poserai d'abord une première question à chacun d'entre vous dans des domaines un petit peu différents, enfin, correspondant à votre secteur. Les technologies, Thibault Devancé, sont promesses de liberté, d'opportunité. On peut penser aux formules de démocratie participative, mais en même temps, elles inquiètent, elles peuvent être vecteurs de risques avec les réseaux sociaux et ce qu'on appelle la guerre informationnelle. De votre poste où vous êtes à la tête de milliers de soldats, d'ingénieurs, de spécialistes, comment vous appréhendez ces liens, vous, entre ce que vous faites, entre l'arrivée et l'irruption des technologies, et puis ces deux dimensions, ces deux paramètres que sont la démocratie et la souveraineté? Première question à vous, Thibault Devancé. Merci beaucoup. Question qui donne un tout petit peu le vertige. Je vais essayer d'y répondre d'abord en essayant de lier les trois mots démocratie, technologie et souveraineté sous l'angle qui est le mien, qui est celui de la politique de défense. Le général de Gaulle en 1952 disait « La défense est la raison d'être de l'État et l'État ne peut y manquer sans se détruire lui-même ». Et donc au cœur des sujets de défense, il y a la question de souveraineté. Et la souveraineté, c'est la capacité d'un État à ne dépendre d'aucun autre. Voilà. Et c'est bien ce qui anime toutes nos réflexions, y compris nos réflexions humaines, j'y viendrai dans un instant, pour essayer de
construire un dialogue entre ces questions de démocratie, de souveraineté et de technologie. D'abord, souveraineté et technologie, c'est une longue histoire, c'est finalement l'histoire de la lutte dans l'histoire de l'humanité. Celui qui maîtrisait les technologies pouvait asseoir sa souveraineté. Alors, dans la Ve République, c'est au cœur de notre construction politique, puisque la Ve République s'est construite autour de la dissuasion nucléaire, et le dogme que nous n'avons pas lâché depuis 1958, c'est celui d'une totale souveraineté technologique sur la dissuasion. Nous ne dépendons d'aucun État pour construire, entretenir, développer et mettre en œuvre la dissuasion nucléaire, qui prend deux formes, un peu techniques, c'est des vecteurs, soit des sous-marins, soit des avions, et des armes, des missiles nucléaires. Et nous sommes moins de 5 pays dans le monde à être, de ce point de vue-là, totalement souverains. Donc pour répondre à votre question, le premier sujet que nous avons, c'est comment rester souverain, comment maîtriser les technologies. Alors, on ne l'est jamais, un État n'est jamais totalement souverain, un État choisit les dépendances qu'il accepte de concéder pour être souverain. Il y a un domaine dans lequel on est totalement souverain, c'est la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, ce qui nous bouscule, c'est que notre souveraineté, y compris notre souveraineté militaire, mais on pourra y revenir dans la table ronde, sont remises en cause par des acteurs non seulement qui sont non étatiques, mais qui sont totalement privés. Et c'est le cas de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, essentiellement, ce sont des acteurs privés qui maîtrisent des technologies d'intelligence artificielle. Ce qui met en cause à la fois notre souveraineté, et puis il y a eu des longs débats cet après-midi, notre démocratie. Voilà. Donc ces trois termes, ils sont vraiment au cœur de notre réflexion, et nous l'alimentons également d'une autre dimension. Quand on maîtrise la technologie, quand on est dans une démocratie, nous considérons que ce sont des hommes et des femmes qui vont mettre en œuvre les moyens qui permettent d'assurer notre sécurité et d'assurer notre souveraineté. Et donc nous passons beaucoup d'énergie, nous avons des laboratoires de recherche, des instituts de formation, pour que les gens qui sont, les militaires très concrètement, qui sont en charge d'utiliser ces technologies dont on souhaite conserver la maîtrise, ce soit d'abord des gens éveillés, ce soit d'abord des gens qui aient réfléchi. Voilà. Et donc, notre réflexion de long terme, et elle peut éclairer le débat public, c'est que nous cherchons non pas à fabriquer des techniciens, mais nous cherchons à fabriquer des hommes de pensée qui maîtrisent la technique. Et donc, vous voyez que le lien avec la démocratie est extrêmement puissant. Je pourrais répondre à plein de questions, on pourrait y passer l'après-midi, mais voilà un premier éclairage sur ce lien entre démocratie, technologie, souveraineté, vu du DRH du ministère des Armées. Merci. Monsieur Dalincourt, alors du point de vue des entreprises, donc oui. ces big tech, etc., est-ce qu'elles rivalisent avec est-ce que vous les voyez en termes de rivalité avec l'État, comment vous appréhendez leur relation? Je vais vous répondre en qualité de consultant, notamment par rapport à la problématique des big tech. Et puis j'ai aussi envie de vous répondre en qualité de citoyen, puisque vous convoquez le terme de démocratie, et on voit bien effectivement, c'est le terme pivot qui donne toute la complexité à la problématique démocratie, souveraineté et technologie. Et en qualité de citoyen, j'ai d'abord eu envie de regarder le sujet de manière positive. C'est vrai que je serai un petit peu plus nuancé peut-être à la fin de mes propos, mais on voit clairement que la révolution numérique en cours touche tous les aspects de notre société, mais surtout l'usage des outils numériques s'est généralisé dans tous les types de régimes politiques. Dans tous les types de régimes politiques. Et en effet, le numérique influence profondément les démocraties, et notamment nos démocraties occidentales.
Je pense à une meilleure liberté d'expression. Je pense à une meilleure liberté d'information. Et je pense aussi à une meilleure liberté de participation. Alors, je vais donner quelques exemples pour essayer d'illustrer et d'étayer mes propos. Les données ouvertes, ou le partage des données, avec toutes les précautions et tout l'encadrement juridique qui a été très bien expliqué et énoncé dans les précédentes tables rondes, mais qui permet des analyses multidimensionnelles et d'améliorer nos capacités, notamment prédictives. C'est vrai, par exemple, dans le domaine de la santé ou sur certaines fonctions de l'entreprise. Le vote électronique, qui s'est très largement généralisé. Les conventions citoyennes, qui s'appuient désormais sur des plateformes qui permettent de convoquer une base beaucoup plus large. Mais même les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui permettent une reconfiguration du rôle des citoyens au cœur d'une démocratie qu'on veut plus participative. Et donc, quelque part, on pourrait presque parler d'une démocratie numérique ou d'une démocratie connectée, avec une transformation de la démocratie à l'ère du numérique. Et finalement, on confronterait la démocratie représentative traditionnelle avec des nouvelles dynamiques participatives offertes par les technologies. Et donc, quelque part, ce serait la promesse du numérique pour revitaliser la démocratie à travers des outils de participation directe ou des plateformes qui faciliteraient la délibération publique. Alors, la réalité, bien entendu, elle est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus nuancée que ça. Puisque si je parle de démocratie numérique, très rapidement, on va confronter la démocratie et le concept de démocratie aux ambivalences du numérique. Et c'est ça qu'on observe comme complexité, que ce soit au niveau de la société ou auprès des entreprises. Alors, il y a 4 points que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est que si le numérique offre des opportunités, notamment en termes de participation citoyenne, il présente aussi un certain nombre de risques. Polarisation, manipulation de l'information, violence verbale, qu'on peut observer sur les réseaux sociaux avec une régulation plus ou moins maîtrisée, amplification des émotions, et même menace de surveillance excessive. Et parmi ces risques, l'un des principaux risques, c'est l'émergence qu'on constate actuellement du concept de guerre informationnelle. La guerre informationnelle qui finalement perturbe nos sociétés, teste la résilience de nos démocraties et vient quelque part comme une menace, comme une nouvelle forme de menace hybride qui s'impose à nous et qui s'impose à nos sociétés. Alors vous allez me dire, mais finalement en période conflictuelle, la menace informationnelle, elle a toujours existé. Oui, mais la nouveauté, c'est qu'elle fait irruption désormais, y compris en temps de paix. On le voit sur les ingérences russes, on l'a vu également au printemps, au niveau d'ingérence de certaines puissances vis-à-vis des mouvements indépendants en Nouvelle-Calédonie. Donc on a vraiment cette éruption qui apparaît. Le troisième point, et vous insistiez là-dessus dans votre question, c'est le rôle des big tech. Le rôle des big tech, et le DRHMD le précisait, qui sont vraiment aujourd'hui d'égal à égal avec les États. On est face à des acteurs privés, technologiques, qui se positionnent dans l'écosystème d'ensemble comme étant d'égal à égal avec les États, comme des acteurs géopolitiques, avec une imbrication des technologies entre la sphère publique et la sphère privée. Et ça, c'est quelque chose de nouveau également. Et on peut même s'interroger, ce sera mon 4e point, sur l'érosion du pouvoir des États face à ces acteurs, face à ces grandes plateformes du numérique qui, de facto, nous amènent à nous interroger, à donner corps au concept de souveraineté technologique. Alors, Laurent Cordonnier, on parlait un instant de guerre informationnelle, ingérence étrangère, etc. Vous êtes sociologue, vous examinez ces sujets depuis très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu une cartographie, tirée de votre expérience, des ingérences par zone, par pays, où en est-on? Avec plaisir. En fait, je vais commencer par définir l'objet dont on parle exactement très rapidement. Une ingérence informationnelle étrangère, c'est le fait pour un État ou un acteur paraétatique de s'immiscer dans la vie informationnelle numérique d'un pays tiers pour y manipuler l'information et pour y manipuler le débat public aussi. Et donc ça distingue ces opérations-là, dont je vais donner quelques exemples tout de suite, d'autres activités qu'on appelle habituellement des activités d'influence internationale. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Un État essaye d'influencer positivement la représentation, l'image qu'il donne dans le monde auprès des citoyens des autres pays. Et donc, pour ce faire, les opérations d'influence, on les connaît toutes. Hein. C'est des opérations de soft power, c'est des opérations diplomatiques, par exemple, en passant par la culture. C'est très connu avec le cas de Hollywood aux États-Unis, qui est une vitrine pour les États-Unis, une façon pour ce pays de faire adhérer aux valeurs américaines, de faire aimer le pays sans même qu'on ait besoin d'y aller. Et donc ça se fait à visage découvert, et ça se fait par tous les États. Par contre, les ingérences informationnelles sont
dans le monde numérique sont des opérations hostiles. Le but n'est pas seulement de bien faire voir son pays, mais c'est en fait de briser le pays qui est visé. Donc c'est une attaque. Et pour vous donner quelques exemples de ce type d'opération, mais vous en avez certainement entendu parler dans les médias, puisque certaines de ces opérations sont communiquées au grand public, c'est notamment celle qui consistait pour la Russie à créer de faux, pas directement évidemment, ça vient pas directement du Kremlin, ça passe par différentes officines entre deux, mais de créer des faux sites de grands médias français, ce qu'on appelle des sites miroirs, des sites qui ressemblent en tout point au site du média lui-même. On reprend le logo, etc., et on y met simplement de fausses informations, notamment sur la guerre en Ukraine, visant à justifier le point de vue russe sur ce qui est en train de s'y dérouler et à légitimer les actions de la Russie dans ce conflit. Il y en a d'autres qui consistent cette fois à appuyer sur des fractures qui existent au sein de la population française. Ça, vous n'avez pas pu passer à côté de cet événement-là. C'était par exemple celle des étoiles de David qui ont été peintes sur les murs de Paris et dont personne ne savait très bien, rappelez-vous au début, quel était l'objectif de cette opération, ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était un soutien à Israël au lendemain des attentats? Est-ce que c'était au contraire un acte antisémite? Et en réalité, on a découvert assez vite qu'il y avait des acteurs très probablement liés à la Russie, qui avaient fait cette opération dans le but ensuite de diffuser ces images-là sur des réseaux sociaux par des faux comptes. Des comptes qui avaient été créés d'ailleurs déjà en 2022 et qui étaient en dormance depuis 2022, qui ont été activés, des comptes d'usine à trolls, en fait, comme on les appelle, pour partager ces images. Et ensuite, ces comptes renvoyaient eux-mêmes vers des articles de propagande en faveur de la Russie. Là, l'objectif, très clairement, il est double. C'est non seulement de faire valoir le point de vue russe par le biais de la diffusion de ces articles, mais aussi et surtout d'appuyer sur une ligne de fracture qui est ancienne en France, celle de la question de l'antisémitisme, pour essayer de monter une partie de la population française contre une autre partie de la population française. Et donc, ces opérations, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait? On sait qu'elles sont notamment menées... elles ciblent la France, notamment depuis la Russie et la Chine. Ça, c'est deux acteurs qui sont très bien identifiés par des structures, notamment étatiques en France. C'est le cas d'une structure qui s'appelle Viginum, dont le travail est de faire ce travail. Autant la Chine que venant de Russie, autant de... Alors, en volume, c'est toujours très difficile à évaluer ça, mais ce qu'on voit, c'est que ce sont deux États qui recourent de façon hostile à ce genre d'opération à l'égard de la France, mais pas seulement de la France. C'est en réalité toutes les démocraties libérales qui sont ciblées, d'autant plus la France qu'elle a une influence au niveau international. C'est moins le cas pour certains petits pays qui sont peut-être moins importants d'un point de vue géopolitique. Et l'objectif de ces opérations est celui que je vous ai signalé. Aujourd'hui, on a beaucoup de structures, de journalistes, aussi de médias qui enquêtent sur ces opérations et qui sont capables de les documenter. Faire de l'attribution, c'est plus difficile. Donc, dire d'où vient une opération, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et évidemment, ça, c'est en général des spécialistes du renseignement qui sont capables de faire ce travail-là, voire des journalistes, mais en tout cas pas des structures comme celle que je représente ici, la Fondation Descartes. En revanche, un point sur lequel on a travaillé, et je pense que c'est le plus important à comprendre sur ces questions-là, c'est qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup du fonctionnement de ces opérations. On en connaît les mécanismes, les rouages, on arrive à les mesurer, à les détecter, on suivre l'évolution, etc., etc. C'est très bien. Par contre, il reste une tâche aveugle, en fait, dans notre vision, c'est celle de l'influence qu'ont réellement ces opérations sur la population française. Ces opérations parviennent-elles à modifier la représentation que les Français se font du conflit entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, ou de la tension entre la Chine et Taïwan, par exemple? Ces opérations parviennent-elles à fracturer davantage la population qu'elles ne l'est déjà aujourd'hui? Et ces questions-là sont très difficiles à estimer. Dans une étude que j'ai publiée l'année dernière pour la Fondation Descartes, je montre qu'en réalité, les récits russes poussés par ces opérations, les récits russes, mais aussi chinois sur Taïwan, prennent très peu en France. Alors sur les réseaux sociaux, on a l'impression, et surtout sur certains réseaux sociaux, on a l'impression qu'un Français sur deux au moins adhère au discours de Poutine, mais quand on travaille, comme je l'ai fait, sur un échantillon large et représentatif de la population nationale, on voit que c'est très loin d'être le cas. Ces récits ne prennent pas bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas d'influence, parce que ce que je remarque aussi dans mon étude, c'est que quand on travaille à profil identique, on observe que le fait de s'informer davantage sur les questions internationales sur les réseaux sociaux conduit à une plus forte sensibilité aux récits russes et chinois, par exemple. Et c'est précisément sur les réseaux sociaux que se développe ce genre d'opération d'ingérence informationnelle. Donc il y a probablement un certain effet de ces opérations, mais
jusqu'à présent, sur ces questions-là de conflit, par exemple, ils ne sont pas capables de renverser l'opinion publique française. Ça ne veut une nouvelle fois pas dire que ça n'a pas d'effet, et ce que ça ne veut pas dire non plus, c'est que ça ne peut pas être extrêmement dangereux dans certains cas en particulier. En France, comme dans beaucoup de démocraties, aujourd'hui, les grands scrutins nationaux se jouent parfois à quelques voix près, alors quelques milliers ou quelques centaines de milliers de voix près, quelques pourcents de la population. Si, avec une opération, vous arrivez à faire basculer ces quelques pourcents d'un côté ou de l'autre, vous pouvez influencer une élection. Et c'est pour ça que ces questions sont délicates, mais il est très important d'essayer, à mon avis, de faire le travail que nous avons commencé à la Fondation, mais j'espère, et j'en suis persuadé, d'autres personnes vont s'y mettre aussi, d'évaluation des effets, parce que si on sous-évalue les effets de ce genre d'opération, c'est la stabilité et l'intégrité du pays qui est en jeu. Si on les surévalue, on risque d'abîmer la démocratie en cherchant à la menacer, en cherchant à la protéger, pardon, en prenant par exemple des mesures qui seraient trop liberticides, en se disant attention, on se fait manipuler, il faut qu'on limite la liberté d'expression en France, etc. Ok. J'ai lisé un article dans Le Point hier faisant état de nombreux cas d'anciens militaires qui suspectés d'avoir été influencés, de répercuter des propos complotistes russes. Article dans Le Point. Par rapport à cette information-là et ce que vient de dire M. Cordonnier, comment vous réagissez, comment vous prémunissez face à ces influences au ministère des Armées? Alors, j'ai pas lu l'article du Point. En revanche, il est évident que... Ça concernait d'anciens militaires. Oui, il est évident qu'aujourd'hui, on peut être défait sans être envahi. Et donc, ça change totalement la façon dont il faut regarder la question de notre défense. Je disais en introduction, je citais les propos du général de Gaulle qui disait la défense c'est la première raison, enfin c'est la raison d'être de l'État, mais c'est également la raison d'être de la nation. Et je vais répondre à votre question très précisément, mais ça veut dire que si on peut être défait sans être envahi, notre défense repose aujourd'hui principalement, mais sur nos armées, mais elle doit reposer sur tous les acteurs. Tous les acteurs. C'est l'affaire de la nation tout entière. C'est l'affaire des acteurs économiques qui ne peuvent pas être ni des consommateurs des sécurités, c'est-à-dire s'abriter pour développer les affaires dans un État sûr auquel ils ne contribueraient pas, mais ni des producteurs de sécurité. Et donc, ce qui vient d'être évoqué sur ces questions d'ingérence, et j'arrive à votre question, c'est un grand classique. C'est un grand classique, ça s'appelle le contre-espionnage, voilà. Donc, rien nouveau sous le soleil, rien nouveau sous le soleil. Pour vous montrer... En densité, peut-être en nombre et en période de paix. Pas plus que les opérations qui viennent d'être décrites, voilà. Ce qui est certain, c'est que nous avons, depuis maintenant une quinzaine d'années, des véritables formations d'hygiène numérique de nos militaires. D'abord pour leur expliquer, on parlait il faut éduquer les Français sur les risques et les opportunités, mais sur les risques numériques. Donc d'hygiène militaire. C'est quoi cette hygiène? Je vais vous donner un exemple très concret. Les militaires, quelle que soit leur nationalité, généralement font beaucoup de sport, et avec le déploiement d'applications connectées, il y en a une qui s'appelle Strava, sur la montre, ça prend le rythme cardiaque, ça reporte les efforts de la journée, du matin, etc. etc. En fait, ce truc-là, les données étaient totalement dans la nature, et donc on pouvait savoir exactement les bases américaines, en Irak, sur les bases françaises en Afrique, à quel moment les gens, combien faisaient du sport. Bon, donc ça c'est vraiment le basique du basique. Mais quand je parle de formation au risque numérique, c'est ça ce que nous faisons. Voilà. Et donc les histoires d'ingérence, elles sont aussi vieilles que le monde entre deux puissances sous leur aspect militaire. Il y a eu une époque des ingérences américaines aussi, très puissantes, oui. Dont on ne parlait pas.
Exactement. Donc on a Avant Trump. On a du savoir-faire. Il y a des services du ministère des Armées dont la seule mission, c'est de lutter contre les ingérences à la fois vis-à-vis des militaires et civils qui servent la défense, mais également vis-à-vis des entreprises de la défense. Donc ça fait partie des savoir-faire que nous entretenons de très longue date. Et Milan d'Alincourt, quels sont les outils, les leviers pour retrouver de la souveraineté technologique ? Le Sénat rendait la semaine dernière un rapport, le Sénat français des affaires culturelles, craignant que la France devienne une colonie numérique. Déjà, on peut dire qu'il y a une régulation qui se met en place et qui monte en puissance au niveau européen et qui est déclinée. Donc tout ce qui est Digital Service Act, Digital Market Act, les règlements RGPD sur la protection des données en France sont des mécanismes de régulation des plateformes numériques qui sont en vigueur et qui montent significativement en puissance. Encore cette semaine, il y a eu des interactions entre Bruxelles et Google et Apple. D'un côté Google pour augmenter la concurrence entre leurs moteurs de recherche et leurs magasins d'applications, et puis vis-à-vis d'Apple pour ouvrir davantage leur écosystème. Donc, quand bien même le vice-président américain a eu un discours très offensif il y a 3 semaines, l'Union européenne riposte et fait valoir ce mécanisme de régulation. Ce qui est complexe dans la régulation, notamment dès lors qu'on parle de numérique et technologique, c'est comment réguler sans brider l'innovation. Et comme on est sur une course à l'innovation à l'échelle mondiale, il faut trouver les bons mécanismes de régulation protecteurs sans brider un mécanisme d'innovation, puisqu'on est engagé dans une course internationale à la technologie et à la supériorité technologique. Donc c'est bien l'enjeu. Et quand bien même également on met en place ces mécanismes de régulation, il faut que les usages s'adaptent et que les usages suivent. Je prends un exemple très concret. On pourrait faire un sondage d'ailleurs dans la salle. Avec le Digital Market Act, théoriquement, si vous avez mis à jour dans les 6 derniers mois votre smartphone, le système d'exploitation a dû vous demander si vous confirmiez ou si vous infirmiez le choix de votre navigateur. Il est probable que si la salle est représentative de l'échantillon national, la plupart d'entre nous, ayant conservé le même navigateur, en l'occurrence Safari ou Chrome. Et d'ailleurs, là où les nouveaux entrants pensaient que 80% des Français étaient susceptibles de changer de navigateur, une étude sur les 6 premiers mois a montré qu'on était sur une reproduction quasiment à l'identique des choix de navigateurs. Seul Samsung, si je ne dis pas de bêtises, a dû gagner 2 à 3 points de part de marché, ce qui est résiduel à l'échelle du marché des navigateurs. Donc la régulation est une chose, l'adaptation des usages en est une autre. Le deuxième point, c'est que la régulation, elle n'est pas uniquement normative et juridique, elle implique également la société civile qui va avoir un rôle majeur, notamment dans l'utilisation éthique et responsable des technologies. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. On en parle beaucoup avec l'intelligence artificielle, mais ça concerne potentiellement d'autres technologies. C'est comment avoir une éthique et une responsabilité dans l'utilisation des technologies. Je pourrais même parler de frugalité, puisqu'on est sur des technologies qui ont derrière, en termes de consommation d'énergie, de data center, des chiffres absolument gigantiques. Et je pense qu'en termes de numérique responsable, on est également dans un vrai débat démocratique qui mérite d'être pesé. Alors les 2 questions qui nous sont souvent posées, c'est souveraineté numérique, souveraineté technologique, est-ce que c'est la même chose? Souveraineté européenne, souveraineté nationale? Je répondrai brièvement, mais ces 2 débats sont importants. Souveraineté technologique, souveraineté numérique. Il me semble que la souveraineté technologique est à privilégier puisqu'elle embrasse plus large que la souveraineté numérique au sens choix des outils, puisqu'elle va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on voit bien que dans choix industriel, semi-conducteurs, réindustrialisation, production, autonomie stratégique. Donc la souveraineté technologique nous invite à raisonner à l'échelle de l'ensemble de la chaîne de valeur. Souveraineté nationale et européenne. Souveraineté nationale et européenne, c'est finalement comment peser à l'échelle internationale et comment faire finalement, et comment avoir un levier de puissance. Et les Américains ont compris depuis très longtemps que l'économie était un levier de souveraineté et que la puissance économique était un levier de souveraineté, à travers, par exemple, les lois extraterritoriales ou l'utilisation des symétries globales. Et donc, il est vraisemblable qu'on pèsera davantage à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais insister en termes de choix technologiques, c'est aussi notre capacité à promouvoir et à développer des champions nationaux ou des champions européens. Il y en a un certain nombre, technologiquement. Une petite question avec une réponse très rapide avant qu'on passe aux questions de la salle à M. Cordonnier. Vous faisiez partie de la commission Bronner qui avait des velléités qui étaient très vertueuses et qui annonçait des tas de projets de loi, des choses en termes de régulation.
3 ans après, quid, qu'en est-il? Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est en panne? Et en effet, le président de la République nous avait demandé de lui faire ce rapport sur l'état de la situation, de l'information plus globalement sur les réseaux sociaux. Et donc on a travaillé avec quelques chercheurs sur cette question. On a rendu un rapport au président qui l'a lu et avec lequel on a pu échanger sur les propositions qu'on mettait en avant. Et en fait, beaucoup de ces propositions ont été intégrées en quelque sorte ou reprises ou reflétées par le Digital Services Act dont il était question. Et je voudrais juste dire un point sur cette question, sur l'aspect souveraineté que je n'ai pas encore évoqué, c'est que une partie de la souveraineté nationale passera par le niveau européen sur ces questions-là. Parce que, en fait, pour pouvoir peser face aux grands réseaux sociaux américains, aux grandes plateformes, il faut avoir un certain poids, non seulement démographique, mais aussi économique. Et l'Union européenne constitue pour ces grandes plateformes un marché dont elles ne peuvent pas se passer. Et donc, pour le dire autrement, on pèse lourd dans le game. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il ne faut pas croire qu'on est faible face à ces plateformes. Au contraire, on peut être fort, mais il faut qu'on soit unis au niveau européen. Le Digital Services Act, qui a beaucoup été porté par la France, il faut le dire, a réussi ce tour de force à imposer, y compris à certains pays européens qui n'étaient pas tout à fait favorables a priori, cette idée de pouvoir demander, en fait, ce que fait ce règlement européen, c'est qu'il permet aux États membres qu'ils le souhaitent et qu'ils vont le mettre en œuvre, ça va dépendre des États membres eux-mêmes en partie, c'est de permettre d'exiger aux plateformes qu'elles prennent elles-mêmes des mesures pour, en quelque sorte, gérer la pollution informationnelle qu'elles génèrent. C'est un espèce de principe du pollueur-payeur. Les plateformes ne sont pas considérées comme des médias, mais comme des hébergeurs de contenu, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes comptes à rendre que l'ont des médias sur ce qui est publié sur leur page. En revanche, on peut quand même leur demander qu'elles prennent en partie en compte les externalités négatives qu'elles génèrent en travaillant à les diminuer. Donc ça, c'est ce que permet de faire le Digital Services Act. Il donne déjà des fruits aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il doit encore davantage être mis en place. Et un aspect, par contre, de notre travail pour la Commission Lumière à l'ère numérique qui n'a pas encore été suffisamment pris en compte, c'est celui de la formation à l'esprit critique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure protection en fait, contre les informations fausses, quel que soit le sujet, ou contre les ingérences informationnelles, c'est la capacité des individus d'y résister. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, cette capacité, et dans les autres pays occidentaux, la plupart du temps, cette capacité est déjà beaucoup plus élevée que parfois on l'imagine. Vous savez, il y a un effet qui consiste à penser que les autres sont très sensibles aux manipulations de l'information et que soi-même on l'est très peu. C'est un effet qu'un collègue sociologue américain a montré déjà dans les années 80, donc rien de nouveau sous le soleil. On se surestime, on sous-estime les autres, ce qui peut avoir des effets dramatiques, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Et donc, en réalité, les études internationales sont assez claires sur la question. Quand vous présentez en laboratoire à des participants un certain nombre de fake news parmi des vraies nouvelles, les gens sont capables de faire le tri entre livret informationnel et l'information de qualité dans la plupart des cas. On est assez inégaux dans cette capacité, mais globalement, on y arrive bien. On peut encore renforcer cette capacité des individus à résister aux informations manipulatoires. Et ça peut se faire assez simplement, en réalité, en permettant à tout un chacun de comprendre qu'on a en nous-mêmes certaines pentes cognitives naturelles qui peuvent nous inciter, dans certains cas, à prendre le faux pour du vrai. Éduquer, former les gens au fonctionnement de leur propre esprit permet de protéger. Ça, c'est pas encore mis en place. On avait beaucoup discuté avec le ministre de l'Éducation, Blanquer, à l'époque. On espère le pousser encore, et donc, si le président m'entend, qu'on remette ça sur le tapis. Espérons qu'il nous entende. Des questions maintenant, allez-y. Un micro pour Monsieur Bonenfant. Peut-être à vous, monsieur, parce que j'ai l'impression qu'il y a une poussée sur la démocratie et la technologie depuis les GAFA. Mais est-ce qu'on a toute conscience que Mastercard, Visa, c'est américain, les deux? Et donc, ce que nous utilisons au quotidien depuis de nombreuses années, c'est maîtrisé par des entreprises américaines. Et finalement, ça c'est beaucoup de choses sur nous, beaucoup plus que dans l'historique, que ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. Et finalement, pourquoi, puisque vous faites ce genre d'études, on ne communique pas ou on n'alerte pas? On n'alerte pas suffisamment. Parce que Mastercard et Visa, c'est deux groupes américains. Qui veut répondre? Ce cordonnier. Vous avez complètement raison. C'est en effet
des facteurs de sensibilité pour les États qui ne possèdent pas ce genre de technologie en propre ou dont la population utilise ce genre de technologie d'autres pays. Ça rend l'État en question moins résilient face à certains problèmes, par exemple de manipulation ou de collecte d'informations. Ça, c'est certain. Après, c'est vrai que cet aspect-là, c'est un aspect sur lequel parfois on travaille moins parce qu'il relève moins de l'aspect informationnel et peut-être moins directement lié aux questions de démocratie dans l'esprit des gens. Mais je pense en effet que c'est des fragilités dont on est en train de prendre compte aujourd'hui, dont la population est en train de se rendre compte de plus en plus. Mais rassurez-vous, et vous le savez probablement très bien également, il y a quand même des gens qui travaillent sur cette question et qui essayent de réfléchir là-dessus. D'autres questions? Oui. Oui, c'est encore moi. Je voudrais vous poser une question. À qui plutôt? Alors, peut-être au monsieur qui est à l'extrême gauche. Toujours le même? Oui. Toujours non, oui. vous, à ma gauche, pardon. Je suis sûr que vous n'êtes pas de gauche, d'ailleurs. Hein. Si? Ah bon. Voilà, j'ai une question à poser. Terrible. J'ai une question à poser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les fake news. Et la peur que pouvait susciter la Russie par rapport à la France. Mais je tiens à vous dire, là, il y a une vraie nouvelle que je vais vous donner. Une vraie. Aujourd'hui, dans les rues de Nice, de Paris, de Marseille, on a crié « mort à la France, mort aux Juifs ». Je peux vous dire que ça, ce n'est pas des fake news. Et que pour agir, il faut d'abord agir sur faire nation que de plutôt évacuer les peurs qu'on pourrait avoir des chars russes dans Paris, j'y crois pas pour l'instant. Par contre, j'ai peur qu'effectivement notre société se fracture d'une manière telle que faire nation, on ne le fera plus jamais. Alors, pardon, mais travaillez d'abord là-dessus avant d'essayer d'imaginer qu'effectivement la Russie va nous envahir. C'est mon opinion, elle n'engage que moi. Rapidement de M. Cordonnier et après M. Dancy. Merci de me dire sur quoi je dois travailler, ça me sera probablement utile. Oui, en effet, un point que vous soulignez, c'est celui que je soulignais au début de mon intervention, c'est qu'une partie des ingérences informationnelles étrangères vise précisément à fracturer la population davantage qu'elle ne l'est déjà. Donc elle mesure sa réussite, ça il faut le mesurer, et c'est pour ça que je travaille notamment là-dessus. Faire nation, c'est un moyen de résister. Et d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est que les pays qui sont le plus fracturés pour des questions linguistiques ou des questions historiques sont ceux qui sont le plus susceptibles, par exemple certains pays d'Europe de l'Est, évidemment, sont le plus susceptibles d'être touchés par des ingérences informationnelles étrangères qui ont de réels effets. Alors, qui veut interroger la Grande Muette, le ministère des Armées? Je suis sûr qu'il y a des questions pour monsieur. Oui, et... Laetitia, oui. Oui, tout à fait. Et comme il n'y a pas eu de questions avant, je vais être gourmande et je vais poser 2 questions, si vous me le permettez. Première question, lorsque l'on a le vice-président des États-Unis qui vient en France lors du sommet IA et qui nous dit, si je résume les choses, va falloir que vous vous calmiez avec votre régulation européenne parce que nous, on va faire ce qu'on veut et juste arrêter. Est-ce qu'à un moment ou un autre, on considère ça aussi peut-être comme un acte ou une déclaration de guerre technologique numérique? Est-ce qu'à un moment, on mesure cela comme vraiment un acte extrêmement fort en matière de contestation de notre souveraineté technologique et numérique? Et la deuxième question, 2024, on a eu énormément d'élections sur le globe, par les élections européennes, américaines et un petit peu partout. Est-ce qu'on a un petit peu de retour aujourd'hui pour savoir si finalement ces élections elles se sont jouées vraiment lors de nos discussions, nos débats, etc. ou finalement sur le net? Cette deuxième question est plutôt pour monsieur Cordonnier. La première question. Non, mais sur la première question, je vais vite passer la parole à mes camarades de droite, pour moi. La guerre de la norme, elle n'est pas nouvelle, vous le savez sans doute, et elle a été déployée depuis 50 ans, y compris dans le domaine militaire. Aujourd'hui, le sujet, parce que quand M. Vance dit ça, dans le même moment, il dit, en fait, les normes militaires, c'est-à-dire les normes qui permettent à l'OTAN de travailler ensemble, en fait, on va s'en débarrasser également. Bon, ben là, ça commence à devenir... Donc la guerre de la norme, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important et qui est considéré
comme un acte potentiellement hostile, oui. Oui, pour la seconde question. Peut-être en complément sur la première question, Oui. je pense que par rapport au concept de guerre commerciale qu'on lit de plus en plus et qu'on entend dans les médias, il y a une action extrêmement claire, que ce soit au niveau étatique, au niveau de la Direction générale des entreprises, du CICE, sur le concept de défense-sécurité économique. Et je pense également que les entreprises sont en train de prendre conscience de ce concept, non pas qu'elles n'en avaient pas conscience, mais de monter en puissance pour mettre en place un certain nombre de mécanismes protecteurs. Donc le concept de défense-sécurité économique est un concept sur lequel il me semble que là aussi, nous sommes en train de monter en puissance significativement. Le retour d'expérience sur les élections Oui, 2024. la question que tu poses, c'est la question, je pense, la plus importante de mon point de vue. Est-ce que ces opérations font basculer des scrutins? Est-ce qu'en Roumanie, le scrutin a été modifié au point qu'on le pense? En réalité, Vance a aussi dit un jour en passage en Allemagne que si nos démocraties étaient aussi fragiles pour se faire manipuler par quelques posts sur TikTok, eh ben on avait des soucis à se faire. Il n'a pas tort. C'est rare que je dise ça au sujet de M. Vance, mais il n'a pas tort du tout. Si nos démocraties sont fragiles à ce point, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut être très très prudent sur la mesure d'efficacité de ces opérations. Pour la Roumanie, je ne peux pas me prononcer. Dans d'autres cas, on sait que parfois c'est aussi une façon de cacher sa propre misère démocratique derrière des opérations étrangères et d'oublier que peut-être certaines revendications des populations ne sont pas écoutées, que peut-être le personnel politique n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui demande, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la faute, en effet, parfois sur les réseaux sociaux et sur les opérations d'influence. Merci. Encore une question ou deux? Oui, au fond de la salle, allez-y. Bonjour. Si vous permettez, j'aurais un commentaire, une question. Je sais d'aller vite. Pour le commentaire, vous disiez que c'était forcément par le niveau européen qu'on passait pour avoir du poids par rapport aux entreprises, aux GAFAM, les Fashion 7. Petit commentaire, par exemple, l'Indonésie a refusé à Apple de s'installer et de vendre dans son pays. Apple a cédé. Tout simplement parce que l'Indonésie voulait un transfert de technologie. Apple a dû céder. Donc même au niveau national, c'est possible. Ma question maintenant est plus sur la Roumanie. La Roumanie, vous avez peut-être suivi, en tout cas dans la salle, le candidat qui avait remporté l'élection présidentielle en Roumanie, Georgescu, ça avait été reconnu d'ailleurs par celle arrivée seconde, n'a pas pu devenir président. La Cour constitutionnelle s'y est opposée. Nouvelles élections à venir en mai, il ne pourra pas d'ailleurs se représenter à ces élections. On a affirmé, j'aimerais votre avis, que c'est suite à des posts TikTok qui auraient eu une importance énorme, que M. Georgescu aurait été élu. Et pourtant, d'autres médias, Politico par exemple, qui ne sont pas franchement pro-russes, ont affirmé qu'en fait non. C'était simplement un parti politique concurrent qui avait fait ces posts et qui en réalité avait ainsi piégé celui qui devait être le président roumain. Donc j'aimerais un petit peu votre avis sur cette histoire. Votre avis, Laurent Cordonnier. Donc c'est la suite de oui. la réponse que je donnais préalablement. Ça interpelle la Roumanie. Ce dont on est plus ou moins sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une opération d'ingérence en Roumanie. Viginium en a sorti un rapport d'ailleurs assez intéressant tout récemment, je vous laisse aller voir ça, ils ont des informations dont on n'a pas nous accès. En revanche, la question de l'efficacité, ça c'est vraiment l'autre question. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer ou non le scrutin? Ça, très honnêtement, aujourd'hui, celui qui vous dit qu'il a la réponse à cette question ne vous dit pas la vérité. Parce qu'on n'a pas de moyens aujourd'hui, ou on ne s'est pas donné aujourd'hui les moyens d'évaluer l'effet réel sur le comportement électoral de ces opérations, pour une raison assez simple, c'est que c'est très difficile à faire en réalité. Donc je pense que peut-être qu'un jour on aura la réponse à cette question. À l'heure actuelle, on n'a pas cette réponse. Une question encore? Oui, monsieur. Oui, une question pour M. Devancé. Vous avez dit qu'on pouvait être défait sans être envahi. Je pense que c'est important. Concernant la guerre informationnelle, tout votre discours tourne au niveau de la défense, de notre défense. C'est-à-dire, vous dites, d'ailleurs, le ministère de la Défense. Pourquoi pas le ministère de l'Attaque, puisque paraît-il que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il s'appelle désarmé pour le moment. Menons-nous aussi une guerre informationnelle vis-à-vis des gens qui nous agressent? C'est ma question. J'ai pas entendu le début de votre intervention, mais c'est pas grave. Mais oui, bien évidemment, puisque nous nous saisissons
exactement dans le contexte, et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant comme question, dans le contexte de démocratie libérale à laquelle nous tenons, mais nous nous saisissons des mêmes outils militaires que ceux qui sont utilisés par, on disait il y a encore 3-4 mois, nos compétiteurs, aujourd'hui, puisque le président de la République l'a dit, nos adversaires. Voilà. Puisque pour la première fois depuis très longtemps, le président de la République a considéré que la Russie était une menace. Alors, deux mots de pédagogie vraiment très simples. La différence entre un risque et une menace, c'est que dans les deux cas, il y a un danger, mais une menace, il y a une intention. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une menace russe et nous utilisons, dans le cadre de la démocratie libérale, des outils pour pouvoir lutter contre cette menace. Une dernière... Oui, monsieur. Merci. Excusez-moi de vous avoir fait faire du sport là pour arriver jusqu'à moi. Merci beaucoup pour tous ces échanges qui étaient très très intéressants et très nourris. Je voudrais revenir un instant au monde de l'entreprise, si vous le permettez. On parle beaucoup d'intelligence artificielle maintenant, mais il y a 30 ans de cela, on parlait déjà d'intelligence, mais de l'intelligence économique. C'est-à-dire que les entreprises à l'époque s'étaient mises sous le haut patronage du commissaire au plan en situation de veille. Et curieusement, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'intelligence économique n'intéresse plus personne, alors que les entreprises le pratiquent en temps réel et, je dirais, même au quotidien, ne serait-ce que pour connaître le niveau de concurrence, le niveau d'évolution technologique de ses concurrents, bien évidemment, mais aussi de prix, etc., etc. Enfin, il y a toute une gamme très, très importante qui est développée à ce niveau-là, et je voudrais avoir votre avis sur l'intelligence économique. Je partage tout à fait. Peut-être qu'on en a moins parlé, mais elle reste bien évidemment en vigueur. Et juste avant l'Ukraine, le Covid a quand même été le révélateur d'un certain nombre de fragilités dans l'analyse que les entreprises pouvaient faire, par exemple de leur supply chain, de leur chaîne de valeur et de leur dépendance critique, qu'elle soit subie ou maîtrisée. Et donc je constate dans mon métier, depuis 5 ans, une résurgence du concept d'intelligence économique, de veille et de capacité à analyser finement les vulnérabilités de votre entreprise, que ce soit les vôtres ou celles de vos fournisseurs, mais pas seulement votre fournisseur de rang 1, le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant de votre fournisseur de rang 1. Et ça, aujourd'hui, je pense également que ce sont des sujets sur lesquels un certain nombre de groupes très clairement se positionnent, font appel à des expertises auxquelles ils ne faisaient pas nécessairement appel il y a encore 4-5 ans pour être en capacité d'analyser, de décrypter une situation, qu'elle soit géopolitique, technologique, les routes commerciales, la complexité des routes commerciales dans le contexte actuel sont aujourd'hui des sujets dont aucune entreprise ne peut faire l'économie si elle veut maintenir une rentabilité satisfaisante. Bien. Pas d'ultime petite question? Non, ben on va remercier nos 3 intervenants. Merci à eux, merci à vous. Et restez, une nouvelle séquence va arriver, dommage concernant Boilem sans salle.